Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. La riposte du Premier ministre Ousmane Sonko face à la crise socio-économique que traverse le Sénégal. Un plan de redressement économique et social devrait générer près de 6 000 milliards de francs CFA entre 2025 et 2028 alors que la dette publique dépasse les 100% du produit intérieur brut. Le président Diomaye Faye assure la transparence de la dette cachée. Une session extraordinaire est prévue à l'Assemblée nationale pour adopter les premières réformes dans ce journal. Retour sur les grandes lignes du presse avec Habib Faye et Dissa Prera. À Saint-Louis, l'équipe municipale attend avec assurance les vérifications des collectivités locales. Un contrôle administratif et budgétaire lancé par le gouvernement. À suivre la réaction de Maître Djibi Diallo, le conseiller du PDG de Locafrique. La chambre d'accusation du pôle judiciaire financier confirme la décision du juge d'instruction de retenir Khadimba en prison. Et puis, Afrobasket 2025, le choc Sénégal-Nigeria en demi-finale attendu demain samedi. Nous serons avec notre envoyé spécial à Abidjan, Mamadou Ndiaye, qui est aussi allé à la rencontre de Sénégalais établis en Côte d'Ivoire. Un tour d'horizon sur l'actualité internationale avec Fatima Touré. Boucle cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Tout d'abord, cette collision entre un camion minicar et un camion à hauteur de Keur Aïb survenue ce vendredi. Un bilan lourd, 6 morts et plusieurs blessés. Il s'agit du chauffeur et 5 autres passagers d'une même famille. Ces derniers avaient quitté Dakar pour assister à des funérailles, d'un des membres qui est établi à Sédhiou. Nous y reviendrons avec les images certainement dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions en titre, suite à la publication des audits financiers et face à la suspension des appuis budgétaires, le chef du gouvernement du Sénégal, Ousmane Sonko, dévoile sa riposte avec le plan de redressement économique et social. Objectif, restaurer la confiance, assainir les finances publiques et restaurer l'économie nationale. Un plan salué par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, assure pleinement la transparence de la dette publique. Une session extraordinaire est prévue à l'Assemblée nationale pour adopter les premières réformes à Habib Faye. Suite à la publication des audits financiers, les partenaires techniques et financiers ont suspendu leurs appuis budgétaires, une situation critique qui appelle une réponse forte du gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi en dévoilant un plan de redressement économique et social ambitieux destiné à restaurer la confiance, à renforcer la crédibilité monétaire du pays et à relancer l'économie sur des bases saines. Nos objectifs, c'est d'abord les services sociaux de base qui bénéficieront d'un financement plus conséquent. Le premier axe, donc, c'est l'appui aux ménages. Dans l'appui aux ménages, nous avons une offre plus importante, mieux orientée de biens et services sociaux. Le président Bassirou Diomaye Faye a lui aussi salué le plan du gouvernement, le qualifiant de référence dans la vision Sénégal 2050. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation du Comité national de la dette publique. Évidemment, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer? Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des quatre fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Sur le plan institutionnel, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est convoquée pour examiner 4 projets de loi en lien direct avec ce plan de redressement. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez,
peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Enfin, le gouvernement affiche sa volonté de redéployer les ressources vers les priorités sociales. Mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. Les budgets issus de la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales ont ainsi permis le recrutement de 2000 enseignants. 5 667 milliards de francs CFA pour le Jubanticom. Le plan de redressement économique et social est officiellement lancé ce vendredi par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une initiative cruciale dans un contexte de crise budgétaire profonde et une dette publique estimée à plus de 110% du produit intérieur brut. Dissa Prera revient sur les grandes lignes et objectifs du presse. Le plan est une feuille de route stratégique pour sortir le pays des contraintes économiques actuelles. Il mettra l'accent sur la rigueur budgétaire. Son but, corriger les déséquilibres structurels et relancer la dynamique économique. Le document intitulé « Le plan de redressement économique et social » compte plusieurs mesures. Entre autres, la rationalisation des dépenses publiques, la mobilisation optimale des ressources internes, mais aussi une meilleure exécution des politiques publiques. Ce plan est la première phase du document de référence intitulé « Vision 2050 ». De 2025 à 2029, il s'agira pour Jubanticom de stabiliser l'économie, d'assainir la gouvernance et de rétablir la confiance entre l'État et les citoyens. Le Sénégal, depuis des mois, est confronté à des difficultés économiques majeures liées à un déficit budgétaire de 12,3% et un encours de la dette qui représente 99,67%, d'après le rapport de la Cour des comptes publié en février sur la gestion des finances du pays entre 2019 et 2024. Dissa Prera, merci. Et nous parlons de l'affaire Khadim Ba, le PDG du groupe Locafrique. La chambre d'accusation du pôle financier confirme la décision du juge d'instruction. Ses avocats demandent une commande politique dans le dossier. Pour rappel, les conseils du PDG de Locafrique avaient formulé une demande de mainlevée du mandat de dépôt introduit devant le président du pôle judiciaire financier pour la libération de leurs clients. Plus de détails avec un des conseillers de Khadim Ba. Il s'agit de Maître Djibi Diallo au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous autres, les avocats, nous allons nous concerter pour savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je suis très déçu, n'est-ce pas, par ce qui vient de se passer. Simplement parce que, à mon avis, n'est-ce pas, le droit ne permet pas à la justice de mettre sous mandat de dépôt, n'est-ce pas, un directeur ou de société ou un chef d'entreprise. C'est dans le code des douanes. Parce que le code des douanes a limitativement énuméré les personnes qui peuvent être responsables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous demande, n'est-ce pas, des droits d'importation. Or, les droits d'importation qu'on nous réclame ont été payés par la SAR, ont été payés par Total, ont été payés par Touba Gaz. Khadim Ba n'est pas importateur. Cette affaire n'est pas autre chose qu'une commande politique, à mon avis. Commande politique, pourquoi? Parce que le régime qui est en place pense que M. Khadim Ba est le prête-nom, n'est-ce pas, de l'ancien président M. Macky Sall. M. Khadim Ba n'est pas le prête-nom de l'ancien président Macky Sall. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on nous réclame des droits de douane que nous ne devons pas, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on nous demande de rapatrier de l'argent dont nous ne disposons pas. Voilà donc Maître Djibi Diallo qui dénonce une commande politique dans l'affaire Khadim Ba. Nous vous le disions en titre, l'équipe municipale de Saint-Louis attend les contrôleurs du ministère des collectivités locales. Une vérification administrative et budgétaire est lancée par le gouvernement. Toutes les mesures sont prises pour accueillir les vérificateurs, selon l'adjointe au maire de Saint-Louis, Aïda Mbaïdja, qui est au micro de Ousseynou Diop. Bien sûr. Nous sommes prêts parce que c'est le travail de tous les jours. C'est ce que nous faisons. Nous essayons d'être vraiment corrects
Et nous avons des contrôles au niveau local. Par exemple, la préfecture, par exemple, la perception. Déjà, si nous avions envoyé quelque chose au niveau de la perception qui n'est pas en norme, il nous retourne pour nous et nous conseille, parce que c'est notre conseiller financier. Le préfet, c'est notre conseiller au niveau de l'administration. Pas du tout, parce que déjà, le maire, il avait délégué certaines signatures. Il y a des signatures qu'on ne peut pas déléguer, mais chaque semaine, les signatures sont acheminées vers Dakar pour qu'il les signe et ça revient. Les autres, par exemple, les salaires, puisque j'ai l'administration générale, c'est moi-même qui m'a délégué depuis le mandat passé la signature des salaires. Donc il n'y a pas eu de retard au niveau des... Nous restons à Saint-Louis avec l'indemnité de logement qui divise les universités. Certains ont déjà reçu de l'État, tout le contraire pour d'autres. Les travailleurs des universités affichent leur impatience et demandent la satisfaction de cette doléance. Ils étaient en assemblée générale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Voici Ousmane Diaye, le secrétaire général du syndicat, au micro de Ousseynou Diop. Échanger notamment sur les points non négociables, à savoir l'indemnité de logement qui est accordée à certains de nos camarades dans les universités et que d'autres, non moins méritants, n'ont pas pu bénéficier de cette indemnité de logement. Et nous sommes confiants du fait que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a bien écoutés, confiant du fait que le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, nous a bien écoutés et très sensible sur cette question. C'est pourquoi nous demandons au président de procéder rapidement à cette généralisation de l'indemnité de logement. Les autres doléances, l'une portant sur non seulement l'âge de départ à la retraite, mais également les pensions de... Autre fait marquant l'actualité, le leadership féminin mis en branle avec les femmes leaders du continent qui ont célébré hier jeudi la journée internationale de la femme africaine. Elles ont échangé sur le rôle de la femme dans le développement de leur pays respectifs. Occasion pour elles de revenir sur le New Deal avec comment réduire le gap numérique. Compte rendu Pape Faragning Ahmadouba. Décrétée depuis 1962, la Journée internationale de la femme africaine, une occasion pour faire un constat sur la situation des femmes du continent et le rôle des femmes dans le développement de leur pays. C'est une occasion pour mettre en exergue le rôle des femmes dans le développement des pays, mettre en exergue leurs réalisations pour qu'on tienne compte un peu de l'existence de toutes ces capacités qui doivent nécessairement contribuer au développement des pays africains. Madame la secrétaire générale, dans sa présentation, a montré le taux de scolarisation et le ratio jeune fille, jeune homme, jeune garçon est en train de changer en faveur des filles. Donc tout naturellement, ça va se ressentir sur ce qui est en train d'être mis en route au Sénégal. Les nouvelles technologies étaient au cœur des débats avec le New Deal technologie au service du leadership féminin. Nous avons choisi ce thème-là parce que le Sénégal est en plein changement et l'axe majeur qui va amener ce changement passe par le numérique, passe par la digitalisation à travers le New Deal. Dans cette aventure d'avancée technologique qui comprend beaucoup de choses, qui comprend la formation, qui comprend l'usage, qui comprend les changements de société, qui comprend les moyens financiers. Vous avez vu, les communications ont toutes tourné autour de comment les femmes peuvent être mieux impliquées dans le numérique, comment les former, et on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'organisations, y compris le ministère, en relation avec l'ONU Femmes. Tous pensent qu'il faut véritablement réduire le gap numérique
qui existe pour les femmes, dans la mesure où il n'y a que 30% des femmes qui sont formées en technologie de l'information et de la communication. Une rencontre d'échange entre femmes leaders autour de l'essentiel, en présence des autorités étatiques. Ces femmes ont dégagé des pistes de solutions pour leur bien-être. Pafarning hors de chez nous dans le contexte Afrobasket 2025, promotion, protection et partenariat. Tel est le slogan des 3P portés par des Sénégalais d'Abidjan pour mieux structurer et encadrer leur communauté en Côte d'Ivoire. Ils sont 82 000 ressortissants inscrits sur les listes officielles, un chiffre loin d'être exhaustif. Les responsables expriment le besoin d'une meilleure identification pour résoudre efficacement les différentes préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Voici Amadou Sissé, le secrétaire général de l'amicale centrale des Sénégalais de Côte d'Ivoire, au micro de notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye. Nous gérons le social des Sénégalais. Nous recevons une certaine mission du consulat du Sénégal pour gérer la solidarité et le social. Et tout ça, c'est basé sur la triptyque des 3P qu'on appelle le partenariat, la promotion et la protection de nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Très difficile de dire le nombre exact de Sénégalais ici en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut savoir, c'est les Sénégalais qui sont inscrits au niveau du consulat pour avoir la carte consulaire, n'est-ce pas, et qui œuvrent dans les amicales, dans les associations. À ce titre, je ne peux pas, pour ne pas me tromper, autour de 80 000, mais je sais que physiquement, réellement, on dépasse quand même ce nombre-là. Nous restons à Abidjan pour les besoins des demi-finales de l'Afrobasket 2025. 2 affiches au sommet et un rêve commun, atteindre la grande finale. Le Sénégal, fort de son histoire et de ses 41 titres, retrouve le Nigeria, quadruple champion en titre. Une rencontre sous haute tension prévue ce samedi. Notre envoyé spécial revient sur les enjeux du match avant le grand choc. Mamadou Ndiaye. Voilà, bonsoir. Effectivement, place maintenant aux demi-finales de l'Afrobasket 2025, organisé ici à Abidjan, 27e édition. Le dernier carré nous promet des chocs palpitants entre le Mali et le Soudan du Sud. Le Sénégal fera face au Nigeria. Le Sénégal, le pays le plus titré de l'histoire, avec 11 titres et en 17 participations de son histoire en Afrobasket. Le rêve des Lions, c'est maintenant retrouver le sommet. Pour rappel, le dernier sacre des Lions remonte en 2015, c'était au Cameroun. Hier, elles ont signé un grand coup en éliminant le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mais il faudra très vite maintenant oublier ou bien tourner la page, car se dresse maintenant un mur solide. Le Nigeria, 4 fois champion d'Afrique, le Nigeria, un tenant du titre. Voilà, les Nigériennes sont actuellement les tenantes du titre de cet Afrobasket, la dernière édition. Ils ont remporté ça lors de la dernière édition en 2023. Sénégal-Nigeria, 2 styles, 2 dynamiques, une seule ambition, décrocher une place pour la finale. Mamadou Ndiaye, que nous gardons en repérage à la veille du choc face au Nigeria. Les Lions du Sénégal viennent de boucler leur galop d'entraînement, une séance intense. Voici le coach adjoint Madjen Fall, prêt à relever le défi. Et le micro de Mamadou Ndiaye. C'est très bien passé. On a insisté beaucoup de points. Parce que hier, on a vu contre la Côte d'Ivoire, le rebondissement nous a manqué. Il fallait donc insister aujourd'hui, tout en position contre le Nigeria, une équipe donc qui va jouer donc physiquement et qui va aller donc à force donc le rebond. On a travaillé donc à ce niveau-là et bien sûr aussi sur le plan mental et sur le plan psychologique. Étant entendu que le Nigeria nous avait gagné la dernière fois lors de la fenêtre qualificative donc aux Jeux Olympiques, il faut donc se remettre par rapport donc à cela. Et je dis que les filles sont très bien armées, vraiment pour venir à bout de cette équipe-là. On est prêts sur ce plan-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui va jouer physiquement, qui va beaucoup dépendre sur nous. On est prêts à ce niveau. On a donc vu donc des schémas tactiques, des schémas donc de jeu qui nous permettront vraiment de s'en sortir et de venir à bout de cette équipe-là.
Vous l'aurez compris, c'est plutôt le coach Madiène Fall. Nous restons toujours dans cette actualité Afrobasket 2025. Grâce à sa victoire éclatante face à la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Sénégal décroche son ticket pour les éliminatoires du Mondial 2026. Une performance saluée par la presse sénégalaise qui se projette sur le choc contre le Nigeria en demi-finale. Nos confrères livrent leur analyse au micro de Momodou Ndiaye. Déjà, il faut noter que l'équipe est qualifiée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui auront au mois de mars 2026. Maintenant, il reste une demi-finale, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Cameroun. L'objectif du Sénégal est d'aller au final et de remporter ce trophée. Donc, peu importe l'adversaire, il faudra aller se reposer, analyser les quelques imperfections notées dans le jeu et se projeter sur cette demi-finale-là. On oublie souvent, c'est une équipe où beaucoup de joueuses disputent leur première phase finale d'Afrobasket. Il n'y a que Yacine qui a son quatrième phase finale, qui a sa première quatrième phase finale. Mathilde qui a sa deuxième, Ciara également, ainsi que Fatou Pouy. Sinon, le reste, c'est des joueuses qui disputent leur première phase finale. Donc, il fallait que les joueuses se donnent à fond. Elles se sont battues comme des lions pour venir à bout de cette équipe-là. Et c'est de ça qu'on a envie de voir. On a le potentiel, on a le basket. Ce qui nous manquait, c'est l'argne d'aller, l'argne de se battre, c'est avec cette envie d'aller jusqu'au bout de l'adversaire. Donc, je pense qu'elles l'ont fait. Bravo aux Lions. Il faut se battre. Nous bouclons l'actualité sportive par la deuxième édition du Festival national de sport scolaire qui se déroule actuellement à Dakar. Elle est principalement pour détecter de jeunes talents. Selon Moussa Dia, le président de la Fédération sénégalaise de sport scolaire, le défi est aussi d'assurer le suivi. Le voici au micro de Cheikh Sadibou Diarra. La participation des acteurs, mais aussi les performances et un suivi des performances. Nous avons des jeunes qui s'adonnent au sport dans les 4 coins du Sénégal, mais nous n'avons pas, en tout cas, un suivi rapproché des résultats. Nous voulons donc, à partir de cette année, notre vocation n'est pas de produire des champions, mais de détecter des talents que l'on puisse mettre à la disposition des différentes fédérations sportives. Et cela passe par une maîtrise des performances sportives réalisées. Je vais donner un exemple qu'on peut aller au Fouta et trouver un enfant qui bat le record du Sénégal en course ou en saut en hauteur. Mais on ne peut pas le mesurer tout de suite parce qu'il n'y a pas un suivi des résultats. Nous voulons donc à partir de cette année avoir un suivi rapproché des résultats en fixant toutes les performances qui ont été réalisées, mais aussi en mettant en place ce que nous appelons des sélections nationales dans les sports collectifs, en direction des différentes compétitions qui se passent au niveau africain et au niveau mondial dans le cadre du sport scolaire. Voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Ibrahima Kane, Dissa Prera, Pape Maguette Diakhaté, Abdourahmane, Fatima et Chimère. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Leader et puis bon plan de redressement sur la crise économique au Sénégal pour le bonheur de tout le monde. Au revoir.